suis pas vraiment sûr. De quoi? Ce titre, je le sens pas, il y a quelque chose que je sens pas. Moi j'ai fait un sondage sur 5 utilisateurs et... Quoi? Mais vous croyez vraiment qu'on peut faire un sondage avec juste 5 utilisateurs? Mais bien sûr, et puis, de toute façon c'est ce que j'ai lu sur internet, avec juste 5 utilisateurs, on peut avoir une statistique valable. Oui, bref, passons, votre statistique sera bonne, donc dites-moi, on garde ce titre, vraiment? Vous pensez vraiment que c'est le bon titre? C'est pas un petit peu trop? Bah pas du tout. Ouais, ok, bon, elle commence bien cette première émission. Bienvenue à tous et bonjour, et merci de nous rejoindre dans cette première émission du Grand Bricolage. Je suis en compagnie de Gaël, notre expert technique de l'émission. Bonjour Gaël. Bonjour Boris. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien c'est très simple, aujourd'hui nous allons présenter la fabrication de la plus belle table du monde. Et sans aucune prétention, hein, bien sûr. Bien entendu, mon cher Boris. Donc comme vous le voyez, après un délignage en règle, on tronçonne, etc., on récupère un ensemble de pièces brutes que là, on va pouvoir dégauchir dans un premier temps sur la dégauchisseuse, tout simplement. Dégauchir, ça veut dire donc faire une première phase de référence, c'est ça? Exactement. Une chose qui est vraiment importante à ce moment du processus, c'est de bien vérifier le sens du fil et de ne pas retourner ces pièces, ça nous aidera pour la suite. Oui, pour que le rabotage puisse se faire sans trop réfléchir au sens des pièces, c'est ça? Exactement. Ah ben c'est bien, je vois que les leçons commencent à rentrer, c'est chouette. Ah ben, à force de vous côtoyer, je me rends compte que je commence à monter un petit peu en compétence. Et je suis pas mécontent de ça, bientôt je vais pouvoir me lancer. Oui, en attendant, on va rester concentré. Il y a d'ailleurs une chose assez importante quand on rabote ou quand on fait n'importe quel usinage, c'est vraiment de rester assez focus sur notre action et pas se disperser dans notre pensée, ce qui nous permet aussi du coup de rester conscient de toutes les problématiques de sécurité qu'il y a sur la manipulation de ces machines. Oui, d'ailleurs, en parlant de sécurité, je constate que nous présentons beaucoup d'images sur lesquelles il n'y a aucun carter de sécurité. C'est pas normal, non? C'est pas normal, c'est vrai. D'accord, ok. Donc, bien là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, nous sommes face à une technique intéressante qui permet d'une certaine façon de dégauchir un premier champ à la scie à format. Ah, c'est intéressant ça. Alors pourquoi ne pas le faire à la dégauchisseuse? Ça pourrait être fait à la dégauchisseuse en effet. Mais là l'avantage c'est quelle que soit la forme du champ, qu'il soit concave ou convexe, il va être très facile de le conserver rectiligne. Le champ ainsi usiné va être plaqué contre 2 butées qui sont montées sur le chariot, qui sont mis équidistants de la lame, chacun forcément, et qui vont nous permettre de faire 2 champs parallèles, comme si on les avait fait à la raboteuse, mais avec là l'avantage de pas forcément s'occuper du sens du fil. Ok, mais alors le champ sera quand même un petit peu moins propre qu'à la raboteuse. Oui, un petit peu, mais au ponçage, tout ça va disparaître. Et bien entendu, il faut forcément que la lame soit parfaitement à 90 degrés par rapport au chariot. Et donc une fois qu'on a bien nos 2 champs, on fait une mise à longueur, c'est ça? Oui, exactement encore. Là dans le cas, on va commencer par le pied et on va faire une première coupe à 90 degrés. Cette coupe va nous servir de référence ensuite en inclinant la lame à 45 degrés, en venant mesurer, puisque la lecture sur la réglette à 45 degrés n'est plus valable, donc en venant mesurer un petit trait et en se plaçant par rapport au martyr, on va être précis sur la mesure qu'on souhaite. Oui, alors ce que nous n'avons pas dit jusque-là, c'est que pour chaque paire de pieds dans la longueur de la table, nous allons créer un grand U, qui est assemblé par une coupe d'onglet pour éviter de voir aux extrémités du bois de bout, et puis éventuellement qu'on arrive à faire une continuité dans le fil de bois. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on essaye de conserver une continuité dans la longueur de la table, donc dans le fil du bois, pour avoir quelque chose d'élégant. Ah, une transformation d'outil? Oui, d'une certaine manière, c'est une petite plaque en médium qui est rajoutée pour pouvoir usiner correctement pour pouvoir facilement usiner les dominos, les mortaises de dominos sur les coupes d'onglets à 45 degrés. Voilà, la machine se place beaucoup plus facilement et la référence c'est le bord extérieur, ce qui nous permet d'être sûr d'avoir les 2 parties affleurantes extérieures correctement.
Oh là là, mais dites-moi, il va faire beau. Oui, alors l'idée derrière tout ça, quand même, c'est pas juste de monter sur l'établi, hein, pour juste monter sur l'établi. C'est qu'en fait, d'avoir une posture en étant par-dessus l'usinage, on a une meilleure tenue de la machine et un usinage plus précis. Donc voilà, c'est une idée comme une autre, de pouvoir être à l'aise, voilà. Oui, oui, mais je reconnais bien aussi les talents de l'acrobate, hein. Ah, ben, je vous sens un petit peu moqueur, mais on fait pas la plus belle table du monde sans y mettre de sa personne, forcément, hein. Ah, mais c'est certain, et puis, dans le travail de l'artisan, il y a toujours eu une part de lui-même, et c'est ce qui en fait la valeur, c'est ce qui en fait la richesse, aussi de l'objet final. C'est ce côté immatériel aussi qui fait vraiment la valeur d'un objet d'un artisan. Ah, mais tout à fait. Là, comme on peut le voir, on fait un montage à blanc. Alors, un montage à blanc, ça permet de faire une première mise en situation, déjà aussi de se rendre compte un petit peu du volume, et ensuite l'idée c'est de venir faire les traverses et les montants pour les pieds, qui eux-mêmes sont coupés à 45 degrés et assemblés à 45 degrés avec des dominos également, et plutôt que de se baser juste sur une dimension, on va utiliser le montage à blanc pour s'assurer que la coupe est bonne, quoi, avant de faire l'usinage des mortaises qui nous empêcherait de rectifier la coupe en fait. Ah oui, c'est bien vu ça. Et c'est vrai que la qualité d'un objet, ça se traite au fur et à mesure, hein. Alors, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Et bien là, tout simplement, on va faire des petits repères, hein, que c'est un peu souvent le cas avec l'usinage à la domino, qu'on va pouvoir reporter sur les différentes traverses, et qui vont permettre d'usiner les mortaises de domino pour emboîter les traverses dans le premier U de pied qu'on avait fabriqué initialement. Tout ça en reportant donc les petits repères qui vont nous permettre de réaligner. Encore une fois, on utilise le montage à blanc pour éviter de mesurer aussi, et pour être plus précis par rapport à ce qui a déjà été fait. Alors oui, ok. Vous me dites si je me trompe, mais nous, on a prévu dans cette construction quelque chose où la traverse est en retrait. Du coup, ces petits repères, grâce à une équerre, on va pouvoir les reporter sur une ligne. Et en construisant une cale, on va s'appuyer dessus avec la domino pour faire les mortaisages, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de voir. L'avantage, c'est que on est sûr, avec la cale, d'appliquer toujours le même décalage. Ah, donc à nouveau un montage à blanc. Oui, tout à fait. Là, comme on peut assembler du coup les deux pieds, enfin les deux paires de pieds, on va pouvoir maintenant faire un montage avec les traverses intérieures. Bon, là on va s'arrêter à en monter 2, dans le projet final il y en aura 3, mais pour pouvoir y placer les différentes lattes du plateau et commencer à avoir un ressenti, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un projet, même si on a beau l'avoir étudié sur un plan, à un moment il faut le construire et il faut se rendre compte pour faire les derniers jugements. Et du coup, si je comprends bien, c'est aussi intéressant pour pouvoir faire des repérages et relever, par exemple, comme là, si je vois, c'est la position des traverses, hein, c'est ça qu'on a étudié là. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est un petit peu fastidieux de devoir monter, démonter son meuble pour pouvoir avancer sur le projet. Oui, alors c'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours obligé de repasser par un montage à blanc, mais c'est quand même préférable parce que même si on n'est pas forcément précis sur toutes les cotes, il est quand même plus intéressant de s'adapter à ce qu'on a déjà fait que de repartir sur la cote plan nécessairement. Ensuite, une fois que tout ça est fait, là on peut attaquer par exemple un petit usinage d'épaulement qui se fait sur les traverses intérieures, puisque en fait les lattes du centre du plateau sont moins épaisses pour des questions de poids, pour des questions de bois aussi, par rapport aux grandes lattes extérieures. Et du coup, il y a un petit épaulement qui est fait, qui se fait là simplement à la scie à format avec un petit réglage. Ah oui, plus pratique que de sortir la grosse artillerie, donc. Et donc ensuite, là, ce qui s'opère, c'est quelle partie, là? On en est où, là? Et bien là, c'est les montants des pieds qu'on biseaute. C'est des questions esthétiques, là, on n'est plus dans une question technique, c'est vraiment une question esthétique. Il y avait une volonté d'affiner le pied. Et là, ça va se faire du coup aussi à la scie à format, avec, comme on vient de le voir, une première passe pour dégrossir, et ensuite on redécale avec le même réglage, à l'aide de deux petites cales, le bois, la pièce à usiner, et on repasse avec quelque chose de plus fin. Oui, alors, pourquoi faire ça en deux passes, du coup? L'avantage de faire en deux passes, c'est que la première passe a tendance à prendre beaucoup de matière, d'une part, mais le bois peut coincer, et du coup la lame peut un petit peu marquer avec des brûlures. La deuxième passe, comme ça, va laisser une chute plus fine,
et une chute qui va pas serrer le bois et qui nous fera une belle coupe propre. D'ailleurs, il est important de noter le sens aussi de l'usinage. Là, on va écraser les fibres. Dans l'autre sens, on aurait eu un résultat beaucoup moins propre. Là, on va avoir une surface qui est correcte, qui va limiter le ponçage donc. Ah oui, ça c'est les petites astuces que j'aime bien, parce que c'est assez facile à mettre en œuvre, et puis ça apporte tout de suite quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est sur les traverses, c'est ça? Oui, là, il est question de percer les traverses qui vont nous permettre de fixer les lames du plateau dessus, enfin les une sur deux vont être fixées dessus sur un point central. Et on fait tout ça avant le collage nécessairement, puisque là on a un meilleur accès à toute la pièce. Alors les vis vont être noyées dans la traverse pour mettre des vis un peu plus courtes, ce sera plus intéressant. Et voilà. Ensuite, on part sur l'usinage, donc la découpe des équerres qui vont permettre de conserver l'aspect rectangulaire de la table en venant visser-coller ces petites équerres dans les coins de chaque pied. Ah ok. Et donc là, si je comprends bien, on repère pour le perçage, pour mettre les vis, c'est ça? Oui, exactement. On va profiter que la pièce est encore un petit peu parallépipédique, même complètement, pour repérer les trous, percer, tout ce qui va avoir besoin d'être percé. Donc c'est deux trous là de fixation, ce qui est plus pratique pour maintenir la pièce sous la perceuse à colonne. Ensuite, la pièce sera transformée en un petit triangle hein, qui va nous faire l'équerre. Et une fois dans cette position, c'est vrai que ça aurait été compliqué de venir faire les percements. Du coup, en les faisant avant comme ça, c'est plus pratique. Ok. Ce qui montre donc l'importance de réfléchir un peu en amont des fois son travail d'usinage, puisque l'ordre peut être important pour être efficace. Oui, tout à fait, c'est toujours intéressant de réfléchir. Alors des fois, ça arrive mieux la deuxième fois où on fait un projet, mais bon, avec l'expérience, on peut aussi se dire que la prochaine fois, voilà, ce type d'usinage, on va le faire un petit peu différemment ou dans un autre ordre parce qu'on pourrait y gagner du temps. Et là, typiquement, c'est un exemple concret où voilà, c'est une expérience qui montre que les perçages sont plus faciles à faire avant qu'après. Par contre, faut pas se tromper sur leur position, bien entendu. C'est vrai que c'est pour ça que sur ce type de pièce, il est souvent intéressant d'en faire une ou deux de plus. C'est un bon conseil. Alors maintenant, on va attaquer vraiment les lames du plateau et là, un petit travail de préparation. Donc comme c'est sur une table la partie la plus visible et celle qui va vraiment donner l'allure générale de la table, un petit tri, on regarde, on retourne les planches pour trouver leur meilleure face et voir la face de parement. Et il me semble que cette phase va être importante pour l'étape suivante, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, comme en fait toutes les lattes vont être assemblées par une rainure, une fausse languette, donc du coup les lattes vont être usinées vers une rainure, et que les grandes longueurs extérieures ne font pas la même épaisseur, on va forcément faire tous les passages avec le même réglage, mais donc on n'aura pas la certitude parfaite que la rainure est parfaitement centrée, donc il est important dans ce cas de bien passer toutes les pièces avec toujours le parement sur la table. Comme ça, on est sûr que tous les parements restent affleurants une fois la table montée avec les fausses languettes. Oui, d'ailleurs, on l'a pas évoqué. Pourquoi ce montage avec les fausses languettes? C'est très simple, on a une table qui va être entièrement en massif, hein, on est parti sur du chêne rouge massif, ce qui fait que la variation du plateau va pouvoir être conséquente suivant le taux d'humidité de la pièce dans laquelle elle sera. Et là, l'idée, c'est de laisser à chaque latte une dilatation possible qui va pouvoir se faire au niveau du jeu rainure fausse languette. Oui, et on verra un petit peu plus tard avec quelle subtilité on a pu boucher les différents creux qui vont se faire entre les lattes. La suite de l'opération, du coup, on part sur quoi, là? Et bien là, en fait, on va faire des coupes d'onglets, encore une fois, sur les lattes de la table, pour faire les retombées, en fait, à chaque extrémité. Et là, sur ces lattes-là, il y avait une surlongueur de prévu pour pouvoir avoir réellement une continuité du fil. Donc là, c'est ce qui se passe avec un petit assemblage domino. Ah oui, ok. Et il me semble qu'il y a une petite subtilité sur les retours qui ont l'air un petit peu longs au départ sur la première coupe. Oui, tout à fait. Sur la première coupe, il y a une surlongueur qui a été gardée pour pouvoir les tenir pour faire l'usinage des mortaises de domino.
Ensuite, voilà, ils sont recoupés avec 2 dimensions différentes pour venir faire un petit crénelage en bout de plateau de table, histoire d'avoir une originalité un petit peu. Donc ensuite, on va pouvoir passer à l'étape du collage, c'est ça, hein? Exactement, donc le collage a une petite particularité, hein, bien sûr, puisqu'il faut assembler une coupe d'onglet, mais là sans grosse difficulté, puisqu'on n'a pas trop de longueur. Un petit assemblage de serre-joints va nous permettre de serrer correctement. Si on s'y prend bien, ça marche bien. Oui, et bien entendu, on va essayer à la fin de gratter un petit peu la colle en surplus dans les rainures. Et voilà donc le résultat de tout ça. Ah, mais c'est chouette, ça commence vraiment à prendre forme. Et donc maintenant, on va pouvoir assembler tout ça et coller. Non, pas tout à fait, pas tout de suite. Il nous manque encore dans le pied une petite rainure qui reste à faire. On va la faire avec la défonceuse, enfin une affleureuse avec un petit montage spécial, montage maison. Ah, encore une petite modification d'outil alors. Oui, la très légère, en fait, la petite affleureuse était plus pratique à utiliser, moins lourde, etc. qu'une grosse défonceuse. Donc c'était plus intéressant d'utiliser ce montage qui était déjà fait de toute façon. Donc ça n'a pas été construit spécialement pour ce projet, mais c'est vrai qu'avec la petite table et l'extension de petite table comme ça, elle est très pratique. Ah oh, roulement de tambour. Donc là, on attaque le collage, c'est ça? Oui, mais avant, ponçage des parties qui seront compliquées à poncer une fois le collage fait. Enfin, au moins au grain 120, après forcément avec la finition il y aura de l'égrenage à faire, mais pour une première passe c'est plus intéressant de le faire avant le collage. Donc le collage est toujours un petit moment de stress quand même, et là il a été réalisé en plusieurs étapes. Ah oui? Bah alors, pourquoi pas tout réaliser en une fois? À la fin on est sur une pièce monobloc, non? C'est vrai, mais là l'idée c'est que la colle va prendre vite, et puis il y a toujours une limite de serre-joint, etc. Donc un premier collage des pieds et des montants de pieds, avec un montage à blanc sur certaines parties en même temps pour permettre de bien aligner les collages. Ensuite la même chose avec la grande traverse. Comme ça en plus on peut toujours redémonter le reste et gratter le surplus de colle. Ah oui, il me semble qu'il y a un petit truc avec ce grattage, non? Oui, tout à fait, l'idée c'est d'attendre en gros une demi-heure. En tout cas avec une colle rapide, et là à ce moment-là la colle est suffisamment dure pour être grattée et suffisamment souple pour pouvoir se gratter, et ça reste assez efficace puisque pendant ce temps-là elle n'a pas trop accroché au bois. Mais ça serait pas mieux d'essuyer tout de suite avec une éponge humide? Alors c'est différent, l'éponge humide va avoir tendance à dissoudre un petit peu la colle et de la faire pénétrer dans les fibres. Et moi je suis pas trop fan de cette technique, je trouve que l'idée de laisser un petit peu le petit bourrelet, de gratter le petit bourrelet est plus efficace dans certains cas. Alors c'est vrai qu'avec certains bois tanniques ça peut faire plus rapidement des marques, mais là typiquement ça fonctionne très bien, et dans la plupart du temps avec une colle rapide qui sèche vite ça fonctionne vraiment très bien. Ok, un bon tuyau alors. Et là, ah bah c'est parti, du coup on assemble la table au complet. Non, là c'est encore une fois un montage à blanc qui permet de faire une dernière vérification avant de coller les traverses et du coup les lattes avec, de l'écartement nécessaire entre chaque latte du coup, par rapport aux usinages. Ah oui, ok. Et du coup, comme ça, on peut déterminer la taille des fausses languettes. Oui, exactement. Et donc là, on va faire les différentes fausses languettes en ayant déterminé donc la taille nécessaire, plus en laissant un petit jeu pour que, comme on disait, pour que les lattes puissent faire leur vie. Ok, donc les fausses languettes, c'est ça, on met un bois à l'épaisseur qui fera la largeur de la fausse languette, et puis ensuite on repasse tout ça à la raboteuse pour avoir la bonne épaisseur de languette. Oui, exactement, et puis du coup, une fois qu'on les a, on peut tout ajuster pour que ça puisse rentrer dans toutes nos lattes. Ah, et je crois voir en plus que ça a été fait avec plein de petits morceaux, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est pratique de les coller. Tout à fait, c'était une opportunité d'utiliser les quelques chutes du débit, voilà, ça servait à rien de faire une grande fausse languette puisque là c'est masqué, et en les collant du coup on solutionne le problème des possibilités du fait que la languette pourrait bouger. Bien. Et du coup, combien de millimètres on laisse entre la fausse languette et la lame voisine? À peu près 2 mm, c'est bon pour les différentes variations de chaque lame qui vont entourer la fausse languette.
Mais du coup, j'y pense, pourquoi pas avoir fait directement des languettes taillées dans la masse? En fait, c'est des questions pratiques. Il est plus facile et plus économique de faire comme ça, parce que déjà les réglages de la toupie sont les mêmes pour toutes les lames, et puis faire les fausses languettes, même si elles sont pas totalement précises, on peut même les faire avec un jeu plus faible, et comme ça on est plus raccord, et ça va aller beaucoup mieux à s'emboîter. D'ailleurs là on se préparation pour le collage. Oh oh! Donc là, ça va être le début du moment, le grand moment stress, hein. C'est ça. Donc comme on peut le voir, l'assemblage final de la table, qui sera du coup monobloc, consiste à assembler les deux paires de pieds par les traverses en y coinçant les différentes lames du plateau. Pour ça, tout simplement, on va mettre des dominos et la colle pour assembler les traverses qui ensuite, à terme, seront vissées aussi. Mais voilà, dans un premier temps, c'est déjà les dominos. Donc première étape, c'est vraiment de mettre les dominos sur une demi-table, que ça soit bien pris, ce soit bien serré, et ensuite seulement on vient ajouter la deuxième paire de pieds. Je suppose qu'on fait pas tout d'un coup pour les questions de temps de prise de la colle qui fait qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Oui, exactement. C'est des choses qui vont vite, mais appliquer la colle, c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps, donc il faut vraiment procéder par ordre pour pas rater un collage, parce qu'une fois que c'est pas comme il faut, c'est pas comme il faut. Ah oui, et ça peut aller très vite pour vraiment rater une paire de journées de travail. Alors, ok, la suite. Du coup, là, ce que je vois, c'est qu'on met on fixe les fameuses petites équerres qui sont donc collées vissées, hein. Oui, là nous sommes encore sur des éléments structurants, donc collage plus vissage va permettre une bonne tenue. Ensuite vient le vissage des différentes lames, et pour avoir une harmonie générale, on va mettre des cales d'espacement entre chaque lame avant de les serrer. Et vous le remarquez, on ne serre pas toutes les lames, une lame sur deux seulement est vissée, les autres restant flottantes. Ah, mais ça veut dire que celles qui sont pas vissées vont pouvoir un petit peu se déplacer? Dans l'absolu, oui, mais en fait, c'était pas nécessaire de mettre une vis par là, ça aurait déjà beaucoup percé la traverse. Et puis, l'étape suivante va venir presque solidariser les lames les unes par rapport aux autres. Alors oui, quelle est cette étape mystère? Mystère, ça va pas le rester très longtemps. Donc là, comme on peut voir, on commence par isoler les petites rainures qui restent du coup entre les lames, et on y place un mastic colle noir. Ah oui, mais carrément. Mais alors du coup, ça va coller les lames entre elles? Oui et non, parce que en fait, le mastic colle a une souplesse, et c'est cette souplesse qui va être vraiment intéressante. Bon, bien entendu, c'est un produit qui est très long à appliquer et encore plus long à attendre qu'il soit sec. Là, il a fallu attendre au moins 3 jours minimum. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui se passe avant? C'est mou? Oui, exactement. Avant, il est trop mou, on pourrait pas poncer, ça colle en fait, c'est encore collant. Et au bout de 3 jours, on a quelque chose qui s'est solidifié, qui reste souple, hein, c'est pour ça que c'est quand même délicat à poncer. Faut pas le faire chauffer avec la ponceuse, parce que sinon il a tendance à venir faire des petites bouloches qui vont s'incruster dans le reste du bois. Mais ça va très bien, en avançant légèrement, petit à petit, ça avance. Ah ouais, donc c'est quand même une chouette solution, parce que non seulement ça nous fait notre plateau plan, mais en plus du coup ça laisse la vie à chaque latte de pouvoir varier. Donc je suppose que ça doit faire des petits creux et des petites bosses suivant la flexibilité, mais non, c'est chouette. Oh, puis le résultat final, c'est vraiment beau. Waouh! Bah, la plus belle table du monde, hein. C'est vrai. Bon, ok, le titre, on le garde, je suis d'accord. Oh, c'est chouette. Bravo. Ah mais vous savez, on n'arrive pas là sans un superbe travail d'équipe, hein. Et à ce propos, je tiens à remercier Benjamin, Pierre et Adrien pour leur superbe coup de main pendant la fabrication, Kuba et Thomas pour le coup de main pour faire la prise de vue en extérieur, ça c'est chouette, 2 superbes ébénistes que j'ai rencontrés grâce à l'Air du Bois, et Marc qui m'a soufflé à l'oreille son idée du mastic colle, donc ça c'est chouette. Allez voir son boulot, tout sera dans la description. Ah, bah ça me fait plaisir tout ça. Une émission qui se termine super bien. Donc on se dit à la prochaine. Bien entendu. Salut! Salut Gaël, et bon copo à tous.
j'ai failli pas la finir celle-là. Hein. J'espère qu'ils auront pas remarqué que je faisais toutes les voix. Remarque, Boris, Gaël, c'est un peu mon deuxième prénom. Hein.